Web TV avec une nouvelle émission sportive. Comme d'habitude, on invite une personnalité algérienne, soit un jeune, soit un ex-joueur, soit un entraîneur, qui vit ici à Montréal, pour partager ce qu'il a fait pendant sa carrière, ce qu'il fait ici et tout. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mohamed Ben Laraj, un ancien joueur qui a fait les beaux jours du RC Kouba, du NET de UCND. Il a joué aussi dans d'autres clubs. Donc, on l'a avec nous ici. Bonjour Mohamed et bienvenue sur Qsari Web TV. Bonjour, bonjour amis téléspectateurs. Je tiens à vous remercier de l'invitation et j'espère qu'on va passer de bons moments. On espère aussi. Donc, on va commencer comme d'habitude avec nos invités. Mohamed, qui est Mohamed Ben Laraj? On sait que tu as commencé comme tu étais enfant, quand tu as commencé à jouer au foot. Tu as commencé au RCK ou dans un autre club? Et après, on va parler d'autres clubs que tu as joué. J'ai commencé à RC Kouba. Je suis né à Kouba, donc j'habitais Kouba. Le seul club qu'on avait, c'était le RC Kouba à Kouba. Donc il y avait un autre petit club, mais le RCK avait une école de football. Donc on a fait un tournoi au CEM et mes amis m'ont vu que j'avais du potentiel. Alors ils ont insisté pour que je vienne avec eux pour participer à un disputement. C'est comme ça qu'on l'appelait. J'ai trouvé que l'idée était très, très intéressante et j'ai été. Et depuis ce jour, j'ai été choisi par Mohamed Talbi, Allah yarhamou. C'est lui qui m'a choisi. Après 5 minutes, 10 minutes de jeu comme ça, il a vu, j'ai fait de belles phases. Et j'étais très ému d'avoir été choisi. Et de ce moment-là, j'ai joué jusqu'en senior et en faisant toutes les catégories à Kouba. Donc, en passant par l'école de football, minime, cadet, junior et senior. J'étais toujours surclassé. J'ai joué toujours à une classe catégorie supérieure. Donc, même en senior, j'ai joué que 3 matchs en junior, puis j'étais promu en senior. Même en équipe nationale, j'ai fait toutes mes classes en équipe nationale de jeunes. Malheureusement, il y avait le fameux accident qui a touché le club. C'était ça, une autre phase de ma vie sportive qui a balancé et qui a recommencé. J'ai été obligé de quitter les terrains pendant 8 mois. 8 mois, chose qui était extraordinaire pour un blessé comme de taille que j'étais. J'étais vraiment touché et j'avais un polytraumatisme du bassin et j'avais beaucoup de blessures qui m'empêchaient de revenir sur le terrain. Les médecins, les chirurgiens à Alger ne m'ont pas condamné, mais c'était leur diagnostic, c'était à 80% que je restais dans une charrette et 20% avec des béquilles. J'avais un polytraumatisme, j'ai fait un arrêt cardiaque et hémorragie interne. Donc c'était un cas très très lourd, mais 8 mois après, je me suis retrouvé sur le terrain. D'ailleurs, il y avait le docteur Zerghini qui a pleuré parce qu'il a tout fait pour me sauver. Il a vraiment fait un travail énorme et je tiens aujourd'hui à les féliciter, toute l'équipe du CNMS, en passant par le kiné Boumehdi, toute l'équipe sans exception. Et par la même occasion, je tiens à saluer les gens de Boussaada, Sidi Issa et Sila qui nous ont porté secours pour voir à cet événement un enfant de 13 ans qui vient donner son sang. C'est vraiment un geste extraordinaire. Il nous a vraiment touchés et on les garde toujours dans notre cœur parce que c'était vraiment
une tragique Il y dans avait combien de l'histoire. joueurs qui sont Il y avait, qui ont il y décédé, avait 6 personnes, dont 4 joueurs et 2 accompagnateurs. Ils sont morts à la fleur de l'âge. C'était d'excellents joueurs comme un Ruibi ou Shakir. Shakir, Ouais, qui était Allah, ou Kab, qui étaient d'excellents joueurs. Il y avait Abdelkader Saadi aussi. C'était des éléments vraiment que Cuba a vraiment perdu. Et dommage, ils sont partis très très jeunes. On doit avoir toujours une pensée envers eux, envers tout ce qu'on a perdu, comme les Kawas, Talbi et Mali, tout ce beau monde qui nous entourait. Donc c'était une tragédie qui nous a vraiment bouleversés. Mais après ça, on a vu une année où le club a accédé. C'était une année de solidarité. on a Tous accédé les en joueurs première division. en première division. Il y avait le retour de Qassi Saïd, que je salue Mohamed, ouais. par la même occasion. Il y avait Shaïeb, il y avait Assad qui est revenu au club aussi. Il y avait Kaboul, il y avait Hamada qui est ouais. resté malgré qu'il était très très sollicité. Il a répondu à l'appel du cœur. Il y avait une solidarité jamais vue avant à Cuba. Même le public y répondait favorablement. Et c'était vraiment une ambiance très très familiale. On a vécu des moments inoubliables. Donc on a essayé par la même occasion d'essayer de faire oublier La tragédie, ouais. tragédie, le malheur qui a touché le club et les familles. Et par la même occasion, je tiens à saluer les familles des victimes et tous les joueurs qui étaient là ce jour. Ok, après ça, donc c'était la première année, la première saison de l'RCK en première division. Après la tragédie, bien sûr, vous avez formé une équipe, les anciens sont revenus et Ils tout. sont revenus. Ouais. Et après, vous avez fait une. Comment c'était la saison? Comment elle s'est passée? C'était une saison de fête. C'est-à-dire que les gens pleuraient l'année d'avant. Après, ils pleuraient les enfants perdus. Et il y avait de l'enthousiasme après chaque match qu'on gagnait. Et les gens ne partaient pas chez eux, mais restaient Ils fêtaient avec vous, avec Ouais. les joueurs, la Ouais, victoire. nous on fêtait avec les Les c'était supporters. c'était le contraire, c'était les joueurs qui fêtaient avec les supporters parce que c'est symbolique, c'était très très symbolique. Ils se retrouvaient à la place de Cuba, la place centrale, où il y a le café 45, c'était un café symbolique pour nous. Tout le monde se rassemblait là-bas et faisait la fête. Je vous dis 1 heure et demie que Cuba se ferme et Ouais. tout le monde fêtait la victoire. Et à chaque match, c'était comme ça. Donc c'était l'euphorie cette C'était- saison. Ouais. Et donc j'imagine que toi, tu étais là, tu étais comme titulaire. Donc après la tragédie, bien sûr, tu es revenu. Après 8 mois, tu es revenu de ta blessure, tes blessures, parce que tu avais beaucoup de blessures. Ouais. Donc tu es revenu, tu as joué la saison, la nouvelle saison avec les anciens qui sont revenus, tu étais titulaire. Donc tu es revenu à ton niveau que tu avais. Exactement. Je ne suis pas revenu directement, mais après, je vous dis, après 4-5 matchs de la saison, de la nouvelle saison, parce que j'ai rejoué avec les juniors pour retrouver ma forme pendant 3 ou 4 matchs. Après, directement, j'ai réintégré l'équipe première. Donc j'avais l'avantage d'être toujours jeune. Donc j'ai joué avec les jeunes un peu durant 3 ou 4 matchs. Après, j'ai réintégré l'équipe première et j'ai participé à cet événement qui reste toujours gravé dans ma tête. Et j'espère que Cuba retrouvera cette joie qu'on a perdue depuis ce temps. Et justement, est-ce que tu as fait ta carrière à Cuba, la plupart de ta carrière, la durée de ta carrière, c'était à Cuba, Ouais. mais tu as changé un peu, tu as été... J'ai changé, t'as- justement, j'ai changé, j'ai pas changé dans n'importe quelle équipe. J'ai été en France
en pensant continuer mes études là-bas parce que j'ai choisi de faire droit et j'étais à l'université de Lille. Donc j'ai passé une saison à Lille où j'ai joué à l'ES Arc, une équipe de 3e division et j'avais des sollicitations quand on a joué contre l'équipe de Djadawi qui était à Lens. Bon, il a vu et ils étaient contents de mon rendement. Et après, il y a eu l'événement de l'Irak, la guerre de l'Irak, Oui. la première. C'était un peu très difficile pour nous, Algériens, parce que la position des Algériens, de l'État algérien, était avec Saddam. Et il y avait de la politique un peu. Et moi, je suis apolitique. Bon, ils nous commençaient à nous créer des problèmes. Et moi, j'ai tout simplement plié bagage et je suis rentré chez moi tranquillement, sans faire de Je bruit. me rappelle de cette période, Ouais. c'était difficile pour les joueurs qui évoluent en Europe. Ouais. Ouais, c'était difficile pour nous. À chaque match, tu rentres, et ils t'appellent Saddam. À chaque match, Siffler, ouais. ils te sifflent. L'atmosphère est devenue un peu Hostile par rapport à nous. Oui. Donc moi, en tant que petit jeune là, qui venait faire ses études, jouer au football, se faire plaisir, il se retrouve dans une situation qu'il n'est pas habitué à voir. Donc on était un peu touchés dans notre amour-propre. Et l'Algérie était bien à l'époque où c'était vraiment... On vivait bien, on était bien tranquille. Il y avait cette ambiance toujours... au top. Donc, j'ai préféré me retourner tout simplement chez moi et de rester chez moi. C'est là où j'ai réintégré, j'ai signé au CRB Belouizdad. Oui. En revenant de France, j'ai signé pendant 2 ans à l'époque de Hamid Edgri, Allah yarhamou. Intégré, oui. Ah ouais, Allah yarhamou, Au CRB. Au CRB. J'ai joué 2 ans. 2 saisons, oui. 2 saisons. Et un jour, la 3e saison, Mohamed Talbi, Allah yarhamou, il a fait un tournoi à Boulorine. Okay. Un tournoi de quartier, c'était des interquartiers, un tournoi d'interquartier. Il a ramené les joueurs qui jouaient dans des clubs, mais c'était des joueurs de Cuba. On a été à Boulorine, on a joué, on a gagné le tournoi. Hop, il s'est dit pourquoi pas ne pas faire revenir tous les joueurs de Cuba qui jouent dans les clubs ailleurs. De les faire revenir à De les Cuba. faire revenir à Cuba. Et là, j'étais sur le point de partir en Tunisie pour signer un contrat avec une équipe de 2e division Grand Balia, parce que je n'avais pas le droit de signer au club africain. Il y avait un actionnaire qui était président de ce club, actionnaire le club africain, qui m'a promis de jouer une demi-saison ou une saison à Grand Balia et puis partir, ouais, parce qu'il y avait un surplus d'étrangers. Oui. Pour me préserver, il voulait me garder dans son 2e club. Bon, on ne s'est pas entendu sur le contrat et puis j'avais une pression terrible de Mohamed Talbi qui ne cessait pas d'appeler chez moi. À chaque fois que j'appelle mes parents, ils me disent qu'il a appelé à la maison, il te cherche. Et une fois, je l'ai appelé. Comme tout le monde le connaît, il parle trop, il crie trop. Mohamed, c'est ça, c'était son ambiance à lui. C'était un bon parleur, il sait comment... Ouais, il m'a dit comment j'ai construit toute cette équipe autour de toi et c'est toi le noyau. J'ai dit, me casse pas la tête là. C'est quoi? Je vais rester une semaine et je reviens. Et je suis resté en Tunisie une semaine et je suis revenu. On a commencé, on a fait une très très belle saison. Il y avait comme adversaire direct l'USMA qui avait une équipe, une très bonne équipe, mais qui avait de la puissance. Ça, c'était en 2e division. Ouais, ils avaient des hommes puissants derrière. Il y avait Saïd Alek et sa compagnie. Ouais. Donc, ils étaient en dehors du terrain, ils étaient plus puissants que nous. Et du fait, c'est eux qui sont montés et nous sommes restés en 2e division. La 2e année, c'était pareil, c'était avec le Nehd du Sendé. Donc tu as signé avec le Nehd après? Le Nehd du Sendé, on était 2 équipes du même quartier. Là. Il y a une rue qui nous séparait
et on a joué jusqu'au bout et ils sont montés. On n'avait pas. Tout le monde était contre, il faut le dire, Cuba, c'est un club de banlieue et il n'avait pas beaucoup de Moyen. pas beaucoup de moyens jusqu'à présent. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il n'a jamais eu beaucoup de moyens. Le club, il vivait de sa formation. Le club vivait avant. Il y avait une société qui est l'EMB qui sponsorisait le club. Après l'EMB, c'était la dégradation, c'était la dégringolade. Donc, depuis ce jour, le club n'a pas pu relever la tête. Et j'ai dit, on a raté de peu l'accession, mais une année après, une année après, non, on est parti. On est parti. Je pense la 4e année, le club est remonté en D1. Après ça, je suis parti au OM de Mostaganem, puis en première division, et puis j'ai rejoint le NET. Et après, donc, on va rester avec le Cuba et le net. Ouais. Cuba, maintenant, qu'est-ce qui se passe à Cuba? C'est quoi le problème? Et après, on va parler un peu du net aussi. Le problème à Cuba, ça a été toujours un problème financier. Le problème financier, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 poids, 2 mesures. Cuba n'est pas traité de la même manière que les autres clubs de la banlieue. Donc, ils sont toujours marginalisés. Ils sont toujours en arrière-plan. Je pense que les autorités doivent revoir leur politique envers ce club qui a tout donné, qui a donné beaucoup de joueurs à l'équipe nationale, qui a donné beaucoup de mondialistes aussi, des mondialistes. Quand je dis des joueurs d'équipe nationale, c'est des joueurs de la trempe d'Assad, de Qassi, de Serbah, de Chaïeb, de Sabbar aussi qui a joué un mondial, Safsafi, Kawa, Amirouche. Et Cuba a 28 shahids, il ne faut pas l'oublier, qui ont joué au club et qui ont porté les couleurs du club. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. À chaque fois, la dernière fois, la Ligue nationale, elle a fait des misères au club. Le club a démarré avec l'équipe réserve. Ouais. Il n'a pas donné de licence à l'équipe première. Je pense que là, il y a un abus de pouvoir. Il y a un abus de pouvoir. Et comme Cuba se trouve dans une mauvaise impasse, ça n'a pas facilité sa tâche. Et sinon, maintenant, on sait que c'est le coach, c'est Slimani, celui qui était coach de Média. Il a fait du bon travail là-bas avec l'équipe. Mais cette année, avec le RC Cuba, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais écoutez, le club, ce n'est pas le coach et les joueurs. Le club, c'est un tout. Il y a des dirigeants. Si tu as de bons dirigeants, tu as un bon club. Parce que la locomotive, c'est l'équipe dirigeante. L'équipe dirigeante doit choisir les bons éléments qui doivent travailler, apporter le plus. Là, Cuba est entre les mains d'un président incompétent. Je peux le dire, c'est un président incompétent. Il s'est entouré d'incompétents. Donc, c'est un opportuniste, c'est un parachuté qui est venu. Ils l'ont parachuté au club. Certains l'ont parachuté au club. Il est là. Il s'est accaparé de tout. Et il n'a aucune notion de ce que c'est un club ou football. Donc c'est ça. Cuba maintenant récolte cet art, ses erreurs. Et le club ne pourra jamais avancer avec ces gens-là. Avec des gens qui, pour moi, c'est des intrus. Ils sont arrivés et ils ne savent pas s'arrêter. Il faut s'arrêter là où tu ne peux pas réussir. Il faut dire basta, je ne peux pas. Moi seul, je ne peux pas. Le club a besoin de ceci, cela. Il n'a aucune stratégie, il n'a aucun projet en vue. Donc, c'est ça, maintenant les joueurs ne sont pas payés, l'entraîneur a des difficultés à aligner son équipe. Là, même la Ligue, elle a abusé parce qu'il n'y avait pas d'hommes en face. S'il y avait d'hommes en face, je peux vous assurer qu'ils auraient réagi autrement. Donc, Cuba a besoin de tout le monde, de ses enfants, de toute personne ayant une bonne volonté
à redynamiser le club. Et à Cuba, il y en a des gens qui ont de l'argent, mais Mais ils ils n'ont viennent pas pas tant l'initiative de venir. ouais, ni l'envie de revenir au club, parce que, croyez-moi, même moi je reproche une chose au public, il n'est pas tolérant. Nos supporters d'aujourd'hui ne sont pas tolérants. Tout le monde veut, au départ, tout le monde veut jouer les premiers rôles, La tout le victoire. monde, la Juste victoire, que la victoire, mais Ouais. ils ils ne savent pas projeter, ils ne savent pas avoir une vision lointaine. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai pas les moyens, je joue le milieu du tableau ou éviter la relégation. Non, ils n'ont pas cet Les esprit. supporters, ils acceptent pas ça. Mais ils acceptent, mais Ouais. ils doivent, c'est une réalité. Exactement. Maintenant, il faut faire avec. C'est selon nos moyens, c'est selon ce qu'on a entre les mains. C'est à partir de là qu'on projette, qu'on fait nos projets parce que là, il ne faut pas demander à Cuba de jouer une Coupe d'Afrique. Non, c'est insensé. Ou de remporter le titre. Justement, en parlant de supporters, justement, c'est ce qui se passe au net. Le net, malgré un début de saison, un bon début de saison avec Bilal Djili, les supporters, à chaque fois que peut-être l'équipe a fait match nul le match passé contre Blambès, donc les supporters, il y en a qui ont crié, ils ont dit pourquoi il fallait gagner contre le dernier du groupe, alors que le net a fait un bon début de saison, et surtout avec Bilal Djili. Oui, je pense que le NED, ils sont en train de faire une très belle saison. Ils sont dans la continuité. L'année passée, ils ont fait une très belle saison. Avec Ils ont Bilal, terminé en beauté leur saison. Cette fois-ci, ils ont commencé bien et j'espère qu'ils vont continuer de la même façon. Ils ont fait match nul. Non, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les supporters du NED ne sont pas aussi hostiles. Non, mais quand il y a une minorité, c'est toujours positif. C'est toujours quand tu as la majorité qui est contente, qui comprennent ce qui se passe. Actuellement, le seul tort que j'ai pour ce club du net que j'aime bien, parce que j'ai trop d'amis là-bas, c'est que à chaque fois il y a un changement d'effectif, un changement, mais un grand changement. Il n'y a pas une stabilité qui puisse aider l'entraîneur ou booster cette équipe à jouer les premiers rôles. Parce que s'il y a une stabilité, ils auraient pu jouer des rôles mieux que l'année passée. Mais, pardon, la dernière fois, j'ai lu quelques commentaires, ça m'a vraiment plu. Parce qu'ils étaient un peu tolérants, ils ont été compréhensifs, certains supporters. Ils ont dit que c'était pas la mer à boire, c'était pas le feu à la maison. Ils ont fait un match, c'est ça le football. Et ça m'a vraiment plu parce que ils ont positivé et j'aimerais bien que tous les supporters pensent de la même façon. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée à l'USMA. L'USMA jouait dans notre palier. L'USMA, ils n'étaient pas à l'abri s'ils faisaient des faux pas, des mauvais résultats. Je me rappelle très très bien ce jour-là, c'était en 95. Ils ont fait match nul contre une très 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 modeste équipe. Ain Oussara, ils ont été applaudis. Ils ont été applaudis, c'était une gifle pour les joueurs. Les supporters ont ridiculisé les joueurs. Regardez, vous avez fait match nul. On ne vous crie pas dessus, on ne vous insulte pas, on vous fait rien, on vous applaudit. Mais la prochaine fois, essayez d'être à la hauteur. Exactement. Et mouillez le maillot. Mouillez le maillot il n'y a pas plus ridiculisant que ça. Si je suis un mauvais élève et le professeur me dit que tu es excellent, je saurais qu'il est en train de se moquer de moi. Là, je dois faire l'effort. Pour rendre ce qu'il m'a dit vrai. Et depuis ce temps-là, je vois les supporters de l'USMA actuellement, ils sont devenus un exemple.
Un exemple, prenons les supporters d'Al Harraj, qui étaient vraiment, tout le monde donnait l'exemple des supporters d'Al Harraj, mais ils ont eu la médaille du fair play l'année passée. Ouais. Donc, c'est une question de sensibilisation. Nous, on ne sensibilise pas. Nous, on n'a pas le travail d'approche pour se rapprocher des supporters, leur expliquer que voici notre budget, voici ce qu'on doit faire. Mais il n'y a pas une bonne communication entre l'équipe dirigeante et les supporters. S'il y avait ça, on aurait évité pas mal de grabuges. Sinon, pendant ta carrière, quel est le joueur qui t'a le plus marqué? Le joueur que tu as joué avec ou Moi, en général? sincèrement, j'ai toujours joué dans une équipe où il y avait des mondialistes. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui m'impressionnait, c'est mes mondialistes. C'était un autre exemple. Quand tu vois ça devant toi, qui driblait les Autrichiens, qui les fait, qui les met à genoux, il joue avec toi, tu n'as qu'à être fier. Moi, des fois, quand il me parle de palmarès, moi j'ai dit mon palmarès, c'est de jouer avec les mondialistes. Ah ouais. Tu as un Serbah derrière, tu as un Chaïb devant toi, un Qassi Saïd. C'était énorme pour moi. En tant que jeune, je jouais avec des mondialistes, c'était énorme. Sincèrement, il y avait Marichi aussi qui était un chasseur de but hors norme. Ouais. On avait de la patte, Et ces joueurs-là, ils avaient des valeurs morales. C'est-à-dire, ils nous inculquaient toujours. On n'était pas formé en tant que seulement joueur, mais en tant qu'homme. C'est très important. C'est ce que j'ai toujours dit à mes joueurs, ou essayer de leur inculquer la valeur d'homme. D'abord, parce que le joueur, tout le monde peut être un bon joueur, mais être un homme, c'est difficile. Il faut avoir une base, il faut avoir des critères. Donc, il faut un grand travail. Et après, on va finir avec joueur. Ouais. Là, après, tu es passé à un autre domaine, le domaine du coaching. Donc, j'imagine que tu as été faire des diplômes et tout pour devenir entraîneur. Oui, il y a quelqu'un qui va être très content là, Omar Karoum. Oui. Omar Karoum, pourquoi je dis ça? Parce que dès mon jeune âge, il me disait ça. Tu vas faire une bonne carrière d'entraîneur, toi. Alors, je le salue au passage, et je salue Hamid Tahari aussi et Yazid Wahib. Vraiment, la reconversion, elle était très difficile pour moi. C'est très difficile de mettre les souliers au placard et d'entamer une autre carrière. Mais sincèrement, je n'ai pas pu admettre ça. Mais au moins, tu sur le Ouais, terrain. non, mais c'était une compensation. Mais c'était très difficile. La première année que j'ai quitté le monde du football, c'était très difficile pour moi parce que j'étais habitué au terrain, j'étais habitué à l'ambiance des gradins, j'étais vraiment, mais du jour au lendemain, Gérer le stress, tout la cesse, pression. et tu sais, même le regard des gens change après. Tu étais joueur, tu n'es plus joueur, tu n'es plus le même. Et leur comportement aussi, mais ça m'a vraiment touché parce que j'ai senti la même chose lors de mon accident. Lors de mon accident, je suis revenu sur le terrain et tout le monde te considérait comme un blessé et j'aimais pas ça. Et j'aimais pas faire pitié aux gens. Ils n'avaient pas confiance. J'aimais pas ce regard des gens qui te voyaient toujours blessé, tu te voyais toujours avec un air mesquin qui te regarde. Là. Non, mais j'étais blessé. C'est bon, c'est fini. C'est du passé. C'est du passé. Maintenant, je suis sur le terrain et je donne ce que je peux. Donc, après la fin de carrière, c'était pareil. C'était la même sensation. J'étais touché dans mon amour propre. Et c'était vraiment, il a fallu du temps pour revenir et avoir la joie de coacher. Parce que
C'était vraiment, la déchirure, c'était vraiment difficile. Et après, donc, fin de carrière, est-ce que tu as été approché par un club ou est-ce que les dirigeants du RC Cuba t'ont proposé Non, un- quand je faisais mes études à l'Institut national de technologie du sport, ISTS, ouais, j'avais les cadets, j'ai pris les cadets du RC Cuba. du RC Cuba pour le stage de pratique. Après ma deuxième année, je suis passé à l'équipe réserve. Mhm. J'ai pris l'équipe réserve parce qu'il y avait beaucoup de joueurs, il y avait beaucoup de déperditions. Donc on a essayé de récupérer des joueurs comme Khalidi, comme Iloul, comme beaucoup de joueurs qu'on a vraiment récupérés. Et on a vraiment créé un réservoir pour l'équipe première. L'équipe première, ouais. On a terminé avec 9 joueurs de l'équipe réserve qui sont étaient montés, promus en haut. qui étaient promus. Oui. Donc c'était ma plus grande satisfaction. Oui. Et c'est là que j'ai fait mon deuil sur ma carrière de joueur. Et c'est là que mes envies et mes ambitions d'entraîneur Ont changé. ont changé. Ouais, ils ont J'ai changé. changé de vision. Et j'ai refait une deuxième année. Après, je suis parti avec Nour Benzkri à la GSMB. GSMB GSMB BJ, Comme où j'étais adjoint, comme assistant. ouais, comme assistant de Nour Benzkri, que je ne peux pas lui rendre ce qu'il m'a donné. Je ne peux pas. C'est comme les parents. Tu essaies de tout faire pour les satisfaire et leur rendre leur bien, mais tu ne pourras jamais. C'était un entraîneur hors pair. C'était un entraîneur qui m'a vraiment donné toute la confiance. Il m'a remis sur les rails. J'ai gagné en confiance. Et de charisme, j'ai pris un charisme avec lui de cet entraîneur que tout le monde respectait, que tout le monde aimait son travail. Justement, tu as une photo avec Nour Benzkri. Ouais. C'est sûr que notre ami Abdelkader Kchad, il va mettre la photo en arrière-plan. Donc, on va te voir avec Nour Benzkri. C'était au moment. C'était à Chlef. C'était à Chlef. Ouais, cette photo, c'était à Chlef. On a été à l'ASO Chlef. Donc, c'était à l'extérieur. Vous avez joué contre l'ASO. Non. On était entraîneur ici. On était dans le staff technique de Chlef. Ah, ok. On était avec Donc, tu as dans travaillé le à staff. Béjaïa avec Nour et à Ouais, Chlef aussi. on moque. On Ok, moque. Moque aussi. De Constantine, Béjaïa, Chlef et à Cuba. On a travaillé ensemble. Mais Benzkri a une philosophie lointaine, c'est-à-dire que il ne regarde pas à court terme, il a une vision à long terme et c'est un gars qui comprend bien le football et c'est un homme de principe. Et un homme de principe, je pense qu'il trouve toujours des difficultés à s'imposer quand il n'y a pas les hommes de métier qui entourent le milieu footballistique. Actuellement, on n'a pas ça. On n'a pas ça. C'est tous des novices, c'est tous des intrus. Alors, est-ce que tu vois un ancien entraîneur entraîner un club en Algérie? Non, parce que ces gens-là, ils connaissent les rouages, ils connaissent toutes les ficelles du football. Et donc, ces dirigeants-là sont complexés devant ces personnes. C'est pour ça qu'ils n'admettent pas qu'ils restent dans le milieu footballistique. Ils préfèrent qu'ils ramènent des gens qu'ils ne connaissent pas et ils font ce qu'ils veulent. Justement, on allons parler. On va parler de ça justement tout à l'heure sur le football algérien, le problème de football algérien en ce moment. Mais tu étais coach à l'USTBSA. Oui, j'ai été coach. Tu étais jusqu'en demi-finale et tu as joué contre le MCA. Avant ça, j'ai pris Cuba. J'ai pris Cuba qui était avant-dernier. Et je leur ai dit, aucun entraîneur n'a voulu prendre l'équipe.
Ça, c'était en Ligue amateur? Non, non, en Ligue C'était en professionnelle, deuxième division. en deuxième division en 2007. Il n'y avait aucun entraîneur qui voulait s'engager avec le club. Et le club était dans la tornade. Et puis, ils ont vu à gauche, à droite, ils n'ont trouvé personne. J'étais entraîneur de l'équipe réserve. Ils m'ont fait appel, tout en hésitant, bien sûr. J'étais dans l'équipe réserve. Ils ont fait des réserves aussi. Donc, ils étaient trop hésitants. Mais il y avait une personne qui me faisait confiance. C'était le président. Le président, on était lycéens ensemble. Donc, il me connaissait, il connaissait ma valeur en tant que personne d'abord. Il m'a fait confiance. Il a été très, très direct avec moi. Voilà, il y avait des entraîneurs qu'on a approchés. Il y a personne qui veut venir. Et c'est une lourde mission. J'ai dit, t'en fais pas. Je vais leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire, ce que je donne le cœur, je donne aux joueurs. Ouais. C'est très important. Il y avait un feedback entre moi et les joueurs extraordinaire. C'est-à-dire, le répondant était... J'ai communiqué avec les joueurs un par un, en groupe, toute l'équipe. J'ai essayé de créer une atmosphère familiale et c'était une ambiance aussi que pas mal de joueurs me le font rappeler et à chaque fois qu'ils m'appellent, ils me font rappeler cette ambiance où on s'est classé au retour les premiers. On est De l'avant-dernière place? Non, le retour, on a fait un retour impeccable. Vous étiez premier, oui. Au retour, phase retour, on Ouais. était premier. Okay. Mais on s'est classé 5e cette année-là. Ouais, c'est pas mal. On était avant-dernier et des bons avant-derniers. Hein. Oui, mais comme nul n'est prophète dans son pays. Après ça, on a terminé la saison. J'ai reçu un coup de téléphone du président. Il m'a annoncé qu'il allait ramener notre entraîneur. J'ai dit tant mieux, c'est une bonne chose. Moi, je n'ai jamais dit que j'allais rester. Et c'est vrai, j'allais pas rester, non. Mais avec cette manière, Ouais. non. J'ai préféré me retirer dans le calme et sans faire de bruit. Et là, je suis parti à... C'est le Paradou qui avait le même problème que Cuba. Ils avaient le même problème que Cuba cette année-là. Ils m'ont fait appel et on a fait la même chose avec Kamel Bouhelel, on était co-entraîneur et on a fait une très belle saison. Et on a remonté on a remonté à la pente. On a sauvé le club de la relégation et l'année d'après, on a joué le premier rôle et c'était le fameux match contre Betna que tout le monde a vu à la télévision et c'était avec des télécommandes on nous a éliminés de l'accession. Le match est connu. Oui, tout le monde connaît Après le l'histoire. Paradou? Après le Paradou, je suis revenu à Cuba. Après le Paradou, je suis revenu à Cuba. Cuba, j'étais toujours là pour Cuba. J'étais toujours là et je serai toujours là pour Cuba. Maintenant, en tant qu'entraîneur, non. Mais je pourrais faire quelque chose au club après, en tant que supporter ou dirigeant ou un amoureux du club et fidèle au club. Je resterai toujours fidèle au club. Je ne pourrais pas changer. Donc, mis à part ça, il y avait Cuba et puis il y avait Magra. Magra qui joue en deux. Oui. J'ai pris Magra, GSD Gigel. Oui. Et l'UST Tebessa, il y avait le MOC aussi. Il y avait le MOC aussi qui n'arrête pas de me citer. Dernièrement, hier, j'ai vu sur leur site qu'ils voulaient que je retourne, mais ils ne savent pas que je suis au Canada. Ok. Donc après, c'était l'USTBSA. On sait que tu es rendu avec l'équipe jusqu'en demi-finale. Tu as éliminé le Hamash quand même. C'était une belle saison qu'on a fait. Avec tu as joué un match contre le MCA Alger. Oui, c'était une belle saison. Moi, j'étais à Cuba cette année-là. Et on avait un président qui n'avait rien à voir aussi avec football. C'était un pauvre malheureux qui est venu parce que ils ont fait la première fois dans l'histoire du club, ils font des annonces dans les cafétérias
qui veut prendre le club. Ce bonhomme est venu, il a pris le club, il a fait du club ce qu'il a fait. Donc, moi, sa politique m'a pas plu. M'a pas plu. Et, et je suis parti, au 4e match, je suis parti. Je suis parti. Une semaine après, j'ai eu le contact de TBSA. Bon, j'ai dit que j'allais venir vous voir et on verra après. J'ai vu un président déprimé, un président qui était à bord de la dépression. Puis il m'a vraiment fait de la peine. Puis après, je suis allé voir le match. J'ai été voir le match. C'était catastrophique, chaotique. Mais des joueurs, on dirait... Il n'y avait pas d'âme. Il n'y avait pas d'âme, ouais. il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait rien. Au retour à l'hôtel, je l'ai vu dans un état pire encore. Hop, on dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a tapé dans la tête. Je dis, bon, je ne vais pas laisser, c'est un homme, il a sa dignité, il a sa personnalité, je ne vais pas le laisser seul. C'est pas un travail d'homme de laisser un homme pareil désespéré, abattu comme ça. J'ai été clair avec lui. Si vous me faites confiance, vous allez revenir et vous allez remonter la pente doucement, mais sûrement. Mais il y a une chose, que tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre et personne ne doit se mêler du problème technique. Ouais. Je suis le chef de bord, je suis là et personne ne doit se mêler. Il était d'accord. Il m'a donné carte blanche et j'ai commencé à travailler. Hop, la coupe arrive. On joue contre des équipes qui n'avaient pas notre niveau, bien sûr. C'est des équipes qui n'avaient pas notre niveau technique, non, mais de division. C'était des paliers inférieurs, mais vous savez, les paliers inférieurs, il y a toujours cette volonté de se montrer. C'était difficile. On gagnait 1-0, premier match. Deuxième match aussi, on gagnait 1-0. On rentre au 32e. Oh là, les envies changent. Et ça a commencé. On rentre le 32e, on joue les 16e contre Blida. Oh, Blida, pour nous, c'était un honneur de jouer contre Blida. Équipe en première division, ouais. Nous on était en club amateur, Blida venait. L'entraîneur, c'était Mohamed Bacha. Ouais. Mohamed Bacha, j'ai dit, écoute, toi, je suis algérois, tu es de Blida, on est des voisins, ne me donne pas une gifle. Tu t'arrêtes à 5-6. Hein? N'y va pas trop loin. On a joué. Première mi-temps 0-0. Deuxième mi-temps 0-0. Prolongation 0-0. Oh, le penalty. On les bat par penalty. C'était la surprise générale. On les bat par penalty, c'était... Donc les TBC commençaient à avoir de... On commençait à... Oui, c'est sûr. C'est devenu un objectif. Ouais, non, pas objectif, mais on aimait toujours aller plus loin. On a battu le SMB. Et c'était la fiesta. À TBC, c'était la fiesta. Les gens ne parlaient que de ce match. Et après, à la fin du match, il m'a dit, c'est ça que tu me disais, mais que je ne vous donne pas 5. Tu m'as eu, hein? Ah, j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, c'est ça, il fallait vous berner un peu. Donc ça fait partie de la préparation psychologique. Oui, c'est sûr, Okay. C'est sûr. Contre le Haras, c'était la même chose. On jouait les 8e de finale. On les reçoit. Bon, au départ, les dirigeants, les supporters étaient, on va les dénigrer, Non, j'ai dit au contraire, il faut aller les saluer à l'aéroport, il faut aller ramener des fleurs, des roses, il faut un bon accueil. Ouais.
et dire que vous êtes Al-Harraj, vous êtes une grande équipe, et nous, on est des petits. On essaie de prendre... Toi, tu voulais que ça fasse le fait contraire. Oui, exactement. Et on portait les deux équipes portaient les mêmes couleurs, c'est-à-dire le jaune et noir. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé d'avis. Ils étaient à l'aéroport. Ils les ont bien accueillis. L'après-midi, ils sont venus s'entraîner. On leur a laissé tout le terrain avec le matériel et tout. Le Harachi, il commençait à prendre confiance. Il y avait l'excès de zèle. Ouais. Avec les photographes, la presse et tout. Il y avait l'excès de zèle. Moi, j'ai senti ça parce que j'étais dans la cabine de presse et je voyais le scénario. J'étais content de voir ça. C'était une petite guerre psychologique. Mais ça a marché d'après toi. Oui, ça a commencé à prendre. Mais dans ma tête, le Harrach restait toujours le Harrach avec son entraîneur Sharef. C'était des joueurs qui jouaient bien au ballon. Mais ils avaient un problème. Ils avaient un problème dans l'axe central. C'est notre travail. 15 jours était axé sur ce volet-là parce qu'ils avaient un problème. Ils avaient un axe central lourd. Moi, j'avais un problème d'attaquant de pointe. Mmh. Tac, je cherchais, j'ai essayé tous mes attaquants, mais il y avait un attaquant, on avait un gars de couloir qui était très très rapide. Après le déjeuner, une fois, j'ai dit, comme ça, j'ai lancé le mot comme ça, écoute, toi, je vais te faire jouer en pointe. Et il dit, coach, moi, c'est mon poste de prédilection. Ah oui? Oh! Et comment ça, quand j'ai fait mon enquête, personne ne me l'avait dit. Je commençais à travailler avec lui, hop. Et c'était le fruit du travail qu'on avait fait. C'est-à-dire, on a joué, à un moment donné, il a fait un appel dans le dos, top penalty. Oui, je me rappelle. Faute, penalty, on l'a marqué. Pardon? Ils avaient Eto'o Ammar qui était le moteur, le moteur de l'équipe. Mais c'était un type très nerveux. Si tu l'énervais, il pouvait sortir avec carton rouge. Exact. Malheureusement, on a fait tout le travail pour le provoquer. Pour provoquer Eto'o Ammar pour qu'il sorte. Et ils joueront à 10. Et comme ça, on aura au moins l'opportunité ou la chance de remporter, au moins de ne pas être ridicule, parce que tu joues contre une équipe de première division professionnelle, au moins de ne pas être ridicule. Mais là, c'est le contrat qui arrive. C'est le bonhomme qui a fait la première faute sur penalty qui commet la deuxième faute sur le même attaquant rapide que je vous ai cité. Ça veut dire un deuxième carton jaune? Un deuxième carton jaune et le rouge. Oh, j'ai dit, surtout en défense. Les portes s'ouvrent. Pour nous, c'est une grosse opportunité. C'est excellent. Et on a terminé le match avec un but d'écart. Et on était qualifiés pour les huitièmes. Et c'était la liesse. Pour l'écart, après. Pour l'écart. C'était Marnia, après. Non, c'était Marnia. C'était le match le plus difficile parce que c'est une équipe qui jouait dans le même palier. Donc, et nous, la mentalité a changé. On jouait pour le plaisir, on gagnait des matchs. Mais quand tu joues pour des grandes équipes, on jouait, on n'avait rien à perdre. Tout à gagner, on jouait à l'aise. Mais avec Marnia, on commençait à y croire. Exact, C'était une pression supplémentaire pour nous. On a vécu vraiment une semaine très, très dure. Et on avait une pression terrible. Donc, les supporters commençaient à croire. Et moi aussi, j'ai eu peur de perdre ce match. Je voulais tellement aller plus loin et aller à Alger. Jouer en demi-finale. En demi-finale. Ouais. Je tenais énormément à ça. Et c'est ce qu'on avait réalisé. Et c'était la première fois dans l'histoire du club depuis 80 ans. Depuis sa création en 1936. Et donc, je suis rentré dans l'histoire du club par cette porte. Par la grande porte. Après, vous avez joué en 5 juillet contre Moudia. En 5 juillet,
je vais vous raconter ça. Alors, en toute sincérité, le Mouloudia n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de faire suspendre nos joueurs. Mais il y avait 4 matchs avant la demi-finale. 4 matchs. À chaque match, on nous faisait sortir un joueur avec rouge. À chaque match. À chaque match. Dès que le Mouloudia a tiré, parce que le tirage il se faisait par les présidents, dès que le président du Mouloudia a tiré au sort contre Bessa, ils ont préparé leur match. Ils ont dit que jamais 203, ils ont éliminé Blida, Al-Harrach. Donc, nous, on est dans le doute, il faut faire un travail autre que football. Et ce qu'ils ont fait, ils nous ont éliminé 4 joueurs. En plus de toi, tu étais suspendu. Oui. J'étais suspendu. Ils ont éliminé l'entraîneur et 4 joueurs. Ben, toute l'équipe, c'est l'ossature. Oui, mais nous, c'était jouer au Saint-Juif, déjà, c'était une finale pour nous. Ouais. Parce qu'on aurait aimé, en moins, faire honneur et faire une très bonne partie en ayant tout le groupe. J'avais des blessés, et vous savez, les blessés, on les récupère pas bien à notre niveau parce qu'on n'avait pas les moyens. Et eux, c'était une puissance. Le Mouloudia, avec tout ce qu'ils ont comme moyens. Donc, ils auraient dû nous laisser tranquilles et on aurait dû faire un grand match, un bon match, au moins pour les téléspectateurs qui sont venus. On a été battus, malheureusement. Ils ont gagné, c'était une grande équipe, il y avait une grande différence entre nous et le Mouloudia. Donc, c'est ça. Et nous, on a inscrit... Au moins, le club, depuis sa création, est arrivé en demi-finale. Oui, mais on pouvait, pourquoi pas, ne pas y aller en finale. C'est dommage, c'est regrettable. Et c'est ça le football. Hein. Faut pas regretter. Donc, c'est ça, c'était ta carrière comme entraîneur, comme joueur. Donc, on va passer un peu au football algérien. Concernant le football algérien, avec le changement, parlons toujours de l'entraîneur. Maintenant, on remarque une chose qui se répète chaque saison, c'est le changement d'entraîneur. Il y a des équipes qui changent 3 entraîneurs par saison. C'est dû à quoi? Moi, personnellement, à 7500 km, je dirais qu'il faut changer de président. Il faut changer les dirigeants, la mentalité des dirigeants, parce qu'ils sont irresponsables. Un dirigeant, tu as choisi un entraîneur, tu l'as choisi par tes convictions, par son talent, par tout. Tu as des critères pour chercher un entraîneur et engager un entraîneur. Là, si tu te trompes une fois, tu ne dois pas se tromper la deuxième fois. Et ces présidents qui changent 4-5 entraîneurs par année, par saison, c'est normal. On doit changer, c'est ce président qui change 4-5 entraîneurs parce qu'il est à côté de la plaque. Est-ce qu'il cède dans la pression du public? C'est comme des fusibles. Tu sais, c'est l'entraîneur qui doit partir. Toujours, c'est le cas. Pourquoi pas les dirigeants? Parce que si les supporters sont un peu intelligents, ils auraient dû demander au président le départ du président, pas de l'entraîneur. Pourquoi toujours c'est l'entraîneur qui paye? Parce que cet entraîneur n'est pas protégé par ses dirigeants. Parce que ces dirigeants n'ont pas de personnalité. Parce que ces dirigeants ont à boire et à manger dans ce club. Parce que ces dirigeants veulent préserver leur place. Parce que, il y a un tout. Là, il faut mettre fin. Il faut créer des lois qui protègent l'entraîneur, le staff technique en général, qui protègent les joueurs et qui donnent de la notoriété aux dirigeants aussi. Il faut des dirigeants capables. Il nous faut des dirigeants dévoués. Il faut des dirigeants honnêtes. Moi, j'ai mes moyens. Je dois être honnête avec les supporters et parler. Et je dois jouer les premiers rôles, les seconds, éviter la relégation. Ils vont être compréhensifs, ces supporters. Mais si tu promets pour pouvoir accéder à un poste ou pour pouvoir rester au club et profiter. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai toujours
lancé des appels aux autorités de prendre en charge ce volet. Pourquoi ces présidents restent 15-20 ans au club? C'est pas normal. Pourquoi ils n'ouvrent pas le capital? Non, c'est un sujet, autre volet. mais, C'est un autre volet qui me dépasse. Moi, je parle techniquement. Ouais. Moi, je parle techniquement. Les dirigeants qui ont failli doivent partir. Il doit y avoir une politique de développement du sport autre que celle actuellement. Il faut éliminer tous les intrus et les mal intentionnés du système sportif. Je ne parle pas uniquement du football, mais tout le sport est en faillite actuellement. Exactement, oui. Et il faut se poser la question pourquoi. On a la matière, la pâte existe, les entraîneurs existent. Les entraîneurs existent. Dans tous les domaines, les entraîneurs existent. Mais on n'a pas, il nous manque des écoles de formation pour dirigeants. C'est ça. On a parlé un peu des entraîneurs, surtout du CRU, les entraîneurs locaux. Est-ce que c'est... Si on parle un peu de la compétence, est-ce qu'ils sont compétents? Malgré qu'ils sont compétents, ils sont congédiés ou... Je vous ai parlé tout à l'heure du cas de Benzkiri. Ouais. Benzkiri, c'était un homme compétent. Il a fait l'école belge. Il est marginalisé. Pourquoi il est marginalisé? Parce qu'il a une personnalité. Il ne se laisse pas faire. Il a son mot sur le football, il a son mot sur l'équipe. Il vient pas un intrus ou un novice lui dicter l'équipe qui va rentrer ou lui dicter son choix. Il a ses principes. Et c'est pour ça qu'ils l'ont marginalisé et c'est pour ça que tout le monde a peur de lui parce qu'il a une personnalité. Nous, on a peur de celui qui nous parle en face. C'est ça le drame, c'est ça le comble. Et après, on dit que l'autre, il est méchant, il est nerveux, il est comme ça, il est comme ci. Il faut ramener, à l'équipe nationale, il faut ramener des entraîneurs qui n'ont pas travaillé pendant 15 ans. Dans un club, un entraîneur qui ne travaille pas 2 ans, 3 ans, il est 2 ans, 3 ans qui n'a pas travaillé. On ne le fait pas venir. Non. Qu'est-ce que c'est ce délire? Il faut être juste dans la vie. Il faut être juste. Il faut pas parler des gens que vous connaissez pas, que vous traitez de mal les gens que vous connaissez pas. C'est l'un des meilleurs entraîneurs le mieux titré en Algérie. Donc cessez de l'attaquer et de lui mettre des pots de banane pour qu'il ne prenne pas de club, pour qu'il ne soit pas dans la sphère du football. Ben justement, c'est ce qui se passe en ce moment pour les entraîneurs qui ont des principes et tout. Tu peux pas travailler comme tu as dit. Je ne vous cache pas, je suis venu ici, je suis venu à Boucherville. Justement, on va parler de ça, c'est ma prochaine question. Ouais. Après l'Algérie, vous êtes venu ici, Ouais. donc tu es venu ici au Canada, donc tu as continué dans le coaching, j'imagine? Je ne peux pas. Équipe. Je ne peux pas ne pas coacher, je ne peux pas sortir comme ça du monde du football. C'est ma vie, c'est mon âme football. C'est tout en moi le football. Donc je ne peux pas céder comme ça. J'ai fait mes équivalences et j'ai été approché par un club ici à Boucherville. J'ai pris des U18 qui étaient des joueurs non engagés, qui ne venaient pas à l'entraînement, mais j'ai fait un petit travail. Et là, moi je ne savais pas que tout le monde me guettait. Pardon? Je ne savais pas, je ne faisais pas attention que j'ai des yeux braqués sur moi. Tout le monde était impressionné. Par le travail. Oui. Ils ont dit, Oui. on n'a jamais vu quelqu'un travailler de tout le cette monde manière. était impressionné, mais pour moi c'était normal. Je faisais que mon travail. Et même j'étais outré par le comportement des joueurs qui ne venaient pas. Donc j'étais pas engagé à 100%, mais quand même, j'ai fait mon devoir.
La dernière fois, dans un entretien avec le président et le VP technique, ils ont parlé de moi. J'ai entendu des paroles, j'ai entendu des éloges que depuis mon existence dans le football algérien, je n'ai jamais entendu des éloges pareils. Donc, il valorise tes compétences, il valorise ta personne, il te donne envie. Ce qu'on m'a enlevé dans mon pays, on me l'a donné ici. Ouais. Donc, tu es obligé d'être dévoué, tu es obligé de te donner à fond, tu es obligé de montrer et d'être à la hauteur de leurs paroles. Parce que là, c'est notre responsabilité. Il faut que maintenant, tu t'engages pour prouver que c'est une réalité. Que chez moi, j'étais ignoré, marginalisé, mais là, je suis dans une famille qui est reconnaissante. Et là, j'étais vraiment très ému et ça m'a plu. Ils m'ont donné d'ailleurs directeur technique adjoint et ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Parce qu'ils ont vu ton travail, ils ont vu la manière avec laquelle tu travailles aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et là, je lance un appel aux jeunes désireux d'intégrer notre club parce qu'on a un projet sportif réellement très intéressant et j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent, qui nous entendent, viennent et faire des essais, viennent et voir l'atmosphère et viennent et voir le milieu dans lequel on travaille. Donc c'est très intéressant et je pense qu'on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses et moi, je leur donne ma promesse que j'essaierai d'être à la hauteur de mon engagement et d'aider chaque joueur désireux et engagé à faire une carrière. Et maintenant, puisque tu es là depuis quelques mois, depuis 7-8 mois à peu près, est-ce que tu as déjà vu des jeunes Algériens ici pratiquer on appelle ici le soccer? Oui, j'ai vu des joueurs très talentueux. Sincèrement, moi, j'ai vu un joueur qui m'a vraiment plu. Et là, j'ai eu une idée dans ma tête de rassembler tous nos joueurs algériens qui évoluent dans ces catégories. Pourquoi? Pour les aider, à leur donner un programme de travail, à augmenter un peu de volume et les booster un peu pour qu'ils aient une meilleure performance. Donc, et là, mon idée n'est pas restée là. J'ai contacté des amis agents de joueurs en Algérie et j'ai fait cette proposition. J'ai dit qu'on a une masse de joueurs ici à Montréal, au Québec, qui ont du potentiel. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux, c'est-à-dire les ramener en Algérie? Faire un tournoi ou un genre de tournoi pour faire des essais, les meilleurs, faire des essais ou faire des tournois, on voit leur illustration, on voit leur savoir-faire et on essaye de choisir les meilleurs. Pourquoi aller rien qu'en Europe pour amener des joueurs et pas ici à Montréal ou au Québec ou au Canada pour amener pourquoi on peut avoir des internationaux ici aussi? Et concernant les coachs algériens ici, on sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a de très compétents. Il y en a de très compétents. J'ai connu quelques-uns comme Lekhal ou Mohamed Lekhal ou Ibrir, Abdi, Jamal Arabi. Il y a pas mal d'entraîneurs compétents et il y a d'autres que je n'ai pas encore rencontrés. Je pense qu'il y a du potentiel ici Oui. et on doit s'unir autour d'un club ou autour d'une association pour au moins donner quelque chose à notre communauté ici à Montréal qui a besoin de nous. Et moi personnellement je suis
je m'engage avec n'importe qui sans chercher sa couleur ou son visage. Donc, à donner un plus et servir la communauté ici. Depuis que tu es là, on sait que quand on est en Algérie, on dit football au Canada. Au Canada, c'est plus le hockey. Mais arrivé ici, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses du football ici au niveau canadien? Oui, mais c'est une réalité. Niveau, oui. C'est une réalité, mais c'est une réalité. Mais il y a une chose, je suis sûr que ça va changer d'ici peu d'années. Peu d'années, ça va changer. Donc, ça va changer avec ces jeunes générations montantes. Oui, mais toujours est-il qu'il est plus loisir que performance. S'il est plus loisir que performance. Donc, tu as une équipe, tout le monde doit jouer, tu dois faire plaisir à tout le monde. En jeune, ça peut passer, mais au-delà, quand tu arrives à la formation, à la formation ou à la post-formation, ça doit changer. Oui. Ça doit changer. Et quand vous me parlez de semi-pro ou pro, on doit avoir un championnat ici. On doit avoir un championnat au niveau provincial, c'est semi-pro. Ouais. Mais championnat canadien, ça va le professionnel, ça va débuter en 2019. J'espère. Il n'y a pas une équipe québécoise, par exemple. Il n'y a pas une équipe québécoise. J'espère qu'il va y avoir des clubs, il va y avoir un championnat, parce que c'est le championnat qui va donner cette concurrence, c'est le championnat qui va changer cette mentalité. Oui. À part le championnat, la MLS, la Ligue MLS, bien sûr. Ouais, mais 3 équipes, Montréal, Vancouver et Toronto, qui jouent en championnat MLS professionnel. Oui, mais on doit avoir notre propre championnat. Oui, normalement. Notre propre championnat, ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Dernière question, une question sur Jamel Belmadi, à la tête de l'équipe nationale. Oui, moi, je pense que j'étais très content du rendement de l'équipe, bien que rendement global, je dis comportement, pas rendement, je dirais beaucoup plus comportement des joueurs. Je pense qu'il a su prendre en main l'équipe et qu'on le laisse travailler. Qu'on le laisse travailler, c'est un choix de la Fédération algérienne de football, il faut le respecter. Après, il y a un bilan. On ne juge pas avant une échéance ou avant un ultimatum. On ne juge pas au premier match un entraîneur, on ne juge pas au premier match ou au premier résultat. Oui, un entraîneur. On doit lui laisser le temps. Il a fait ce qu'il avait à faire au Moyen-Orient. Il a fait de bons résultats. Je pense qu'il est ferme, il a la fermeté, il a le savoir-faire, il a de la personnalité. Qu'on le laisse travailler. Lui, c'est un Algérien à 100%. Arrêtons de dénigrer les gens. Parce qu'il n'y a pas un extra-algérien, un Algérien et un extra-algérien. On est tous des Algériens, on est tous de la même patrie. On a tous des S12. Déjà, il l'a dit. Exactement. Donc, c'est des paroles des faibles, c'est des paroles des gens qui n'ont rien à faire. Moi, je leur dis une chose, si vous êtes capable, allez sur le terrain. Le blabla n'avance à rien. On peut rester ici pendant 6 heures et critiquer Maradona, critiquer Pelé, critiquer tout le monde, Messi. Mais est-ce qu'on peut faire comme ils ont fait? Est-ce qu'on a le potentiel? Est-ce qu'on est capable? Critiquer quand tu n'as pas le niveau, tu critiques ceux qui ont fait des études et qui ont fait preuve de ce qu'ils font. Arrêtons le massacre. Je pense que tout le monde doit reconnaître ses limites. Il y a une ligne rouge qui s'appelle la patrie, il ne faut pas y toucher. Parce que si tu touches aujourd'hui l'entraîneur national, tu as touché à la patrie, ne me dis pas autre chose. C'est full stop.
Merci Mohamed, c'était un plaisir. Le plaisir est pour moi, je suis très Donc- content de participer à cette émission et j'aimerais bien sincèrement participer aux événements de la communauté parce que j'ai ça dans le sang. Après tout, je suis un Algérien. Inch'Allah, Mohamed, bien sûr. Ok. Donc, on te souhaite bonne chance avec ton équipe Boucherville. En même temps, tu passeras le bonjour à Fares, qui travaille avec toi. C'est un Algérien encore. Nounours. Nounours. Nounours, Ouais, je l'appelle Nounours. Donc, Nounours, ouais. merci encore. Donc, c'était Mohamed Ben Laraj, l'ex-joueur du RC Kouba et de plusieurs équipes aussi en Algérie. Un seul mot, Oui. je souhaiterais que mon club revit la joie d'antan. Je souhaiterais que mon club, le RC Kouba, remonte parce que là, il est un peu mal classé. Et je souhaite que cette année, ils vont jouer pour le maintien. Et au moins, on a des supporters qui ont trop mal, qui ont trop souffert. Je pense qu'il est de leur devoir, des joueurs, des dirigeants, de le rendre la monnaie et le rendre le sourire et la joie. Je pense que c'est la moindre des choses. Ils ont trop souffert, j'aimerais bien qu'ils restent en cette division et l'année prochaine avec l'apport et le soutien des gens, je pense qu'il va retrouver son lustre d'antan. Inch'Allah, Mohamed, j'espère que ton rêve va être exaucé pour la saison prochaine. Donc, c'était Mohamed Ben Laraj, l'ex-joueur du RC Kouba et de plusieurs équipes en Algérie aussi. Il était coach aussi de plusieurs équipes. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Bonne soirée, à la prochaine.